D'ici quelques années, voire quelques mois, nous serons tous en mesure de produire notre propre nourriture. Décentraliser la production alimentaire chez le particulier, entre utopie et prototype, où en est-on réellement aujourd'hui? Alors pour tout vous dire, cette lubie est devenue très concrète pour moi depuis ma participation à POC 21. POC 21, c'est ce camp d'innovation qui s'est déroulé l'été dernier au château de Millemont dans les Yvelines. 120 makers, ingénieurs, créateurs ont vécu en communauté pendant près de 5 semaines et ont contribué à faire émerger 12 solutions aux enjeux environnementaux actuels. L'idée de ces projets était de décentraliser l'économie pour la rendre plus résiliente. Suite à POC 21, tout le contenu qui a été produit pendant cette période a été diffusé avec une licence dite libre ou open source. Ce qui signifie simplement que n'importe qui peut télécharger le contenu technique, se l'approprier, le modifier, le partager librement. Alors on pourrait se demander pourquoi autant de personnes ont passé du temps à s'investir et à contribuer au bien commun. Eh bien, l'idée, c'est de fabriquer, de concevoir des solutions innovantes et surtout une communauté qui va derrière, c'est-à-dire une communauté qui va contribuer à faire évoluer par différentes personnes autour du monde les solutions de manière très rapide. Et je suis là pour en témoigner, puisque c'est typiquement ça qui nous a permis de passer d'une humble expérimentation d'arrière-cours à aujourd'hui une start-up prometteuse aux ambitions internationales, rien que ça. Donc avant d'aller plus loin, je vais revenir un peu sur ces notions de centralisation, décentralisation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc c'est absolument pas une matrice bien mal, c'est plutôt uniquement un outil, on va dire, une grille de lecture qui permet de classer les institutions, les organisations ou bien les technologies. Donc on pourra dire qu'un système peut être aussi bien à la fois perçu comme centralisé ou distribué en fonction de la composante observée. Donc je vais vous donner deux exemples très simples. Tout d'abord YouTube, le fameux service de diffusion de vidéos sur Internet, qui pourrait être perçu comme étant centralisé, puisque les infrastructures qui diffusent ces vidéos sont la propriété de Google. Et en même temps, on pourrait aussi dire que YouTube contribue à décentraliser la production d'informations, puisque n'importe quel internaute peut diffuser son propre contenu. Et dans un tout autre ordre d'idées, la fameuse monnaie cryptographique, le Bitcoin, pourrait être perçue comme étant décentralisée par nature, parce qu'elle n'a ni besoin d'État et encore moins de banque centrale pour fonctionner. Et d'un autre côté, on pourrait rétorquer que les possesseurs de Bitcoin et les serveurs qui la produisent sont tous concentrés généralement au même endroit. Bon, c'est pas chez moi en tout cas, hein, rassurez-vous. Donc maintenant, on va voir comment la décentralisation est en mesure de répondre aux enjeux majeurs du XXIe siècle. Et d'ailleurs, ces enjeux, quels sont-ils? Il y a tout d'abord l'inépuisable crise financière qui n'a de cesse de se prolonger et qui nous laisse entreapercevoir un monde où le salariat tel qu'on le connaît est gentiment en train de disparaître. Donc, a priori, on ne va pas mourir de faim tout de suite en Europe, mais une question légitime qu'on peut se poser, c'est de savoir comment continuer à se nourrir sainement avec des revenus fluctuants, variables. Donc la solution, elle est toute trouvée, c'est d'investir une fois une seule dans un outil de production et d'en jouir des années et des années. Ah, vous m'avez inversé les slides, c'est sympa. Donc ok, la crise financière, donc c'est le premier. Donc le réchauffement climatique ensuite. Alors le réchauffement climatique qui est dû aux émissions de gaz à effet de serre, au transport, à la production centralisée actuelle, qui va faire voyager des salades pendant des centaines, voire des milliers de kilomètres avant d'arriver à vos assiettes. Et donc l'idée, c'est simplement de transformer les terrasses, les balcons, les jardins en outils de production, c'est-à-dire rapprocher les centres de production des centres de consommation. Et le troisième enjeu, c'est la perte de confiance des consommateurs eux-mêmes face à d'éventuels magasins où l'abondance se trouve partout. Des études montrent aujourd'hui qu'on est face la plupart du temps à des aliments qui sont vides. Alors vides pour deux raisons. La première, c'est que les graines et les semences qui sont utilisées sont sélectionnées pour des raisons plus économiques que nutritionnelles. Et dans un deuxième temps, les sols, pour la plupart, sont morts. Et avant, ça se voit, bon voilà, ça se paye. Donc comment récupérer cette confiance? C'est à travers la transparence sur naturellement les graines utilisées, mais surtout les matériaux utilisés et les résultats obtenus.
Alors comment la communauté du libre contribue à faire émerger des solutions à ces enjeux-là? Eh bien, on peut observer trois moteurs de l'innovation. Un premier porté sur les échanges, cet esprit de partage et d'échange qu'on va retrouver dans l'open source, qui, à travers les infrastructures d'un Internet à peu près libre et à peu près accessible, permet de transformer, via des contributions, l'information en connaissance. Donc les contributions peuvent apparaître de partout, que ce soit des forums, des wikis, des tutoriaux sur YouTube et pourquoi pas des réseaux sociaux. Ça sert à ça aussi. Une fois que cette connaissance disponible et accessible à tous, un entrepreneur, un maker, un bricoleur peut se les approprier et commencer à expérimenter lui-même quelques trouvailles qu'il aurait glanées sur Internet, dans sa cave, dans son jardin, et commencer pourquoi pas à documenter ses recherches pour avoir déjà une première communauté qui n'ait des premières contributions. Suite à ça, on peut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire passer de l'artisanat à l'industrialisation. Donc c'est le moment d'aller voir des experts du domaine qui vont un peu discuter de l'aspect technique et de la profondeur des marchés, des choses vraiment passionnantes. Et on voit apparaître à ce niveau-là de nouveaux acteurs, des acteurs financiers, des acteurs étatiques. Alors de ces trois moteurs, on voit émerger pas mal de choses, des choses un peu parfois surprenantes, loufoques, des générateurs à plasma magrave, voilà, c'est un peu surprenant. Mais concernant, on va dire, l'alimentaire, ce qui nous concerne aujourd'hui, on a clairement deux tendances qui apparaissent. D'un côté, une tendance très mentale, cartésienne, déterministe, qui s'appelle l'aquaponie, donc ça va beaucoup plaire au Gazar. Et de l'autre côté, quelque chose qui est plus dans le passif, dans le non-faire, qui s'appelle la permaculture. Alors je vais expliquer, pour permettre à combiner la permaculture et l'aquaponie. Donc je vais expliquer la permaculture. Le principe, c'est de recréer la richesse qu'on va retrouver en forêt, c'est-à-dire quelque chose de vivant. On va dans un premier temps inviter les personnes à recouvrir le sol. En forêt, le sol est toujours recouvert. Donc on va faire créer un amendement qui s'appelle du bois raméal fragmenté, des fragments de bois jeunes, qui vont garder le sol toujours plus ou moins humide et permettre à la vie de se réinstaller. Donc les microbactéries, les champignons, les vers de terre qui vont vraiment commencer à décompacter le sol et le rendre déjà plus productif. Ensuite, on invite les personnes à aller un peu plus loin, expérimenter ce qui s'appelle des buttes de permaculture, c'est-à-dire on va creuser un peu le sol, on va mettre des troncs d'arbres qui vont récupérer l'eau de pluie et rendre la butte autonome. Sur le dessus, on va ajouter un mélange de terre mi-sableuse, mi-argileuse, et toujours le principe de la permaculture numéro 1, c'est de toujours tout recouvrir, donc rajouter du bois raméal fragmenté. Un autre principe très intéressant de la permaculture, c'est l'association de végétaux. Donc on va associer des végétaux qui vont se rendre des petits services, comme par exemple sur le haut de la butte des tomates qui vont faire de l'ombre à des salades. Et on va mettre quelques plantes aromatiques autour de la butte pour éloigner certains nuisibles. La permaculture aussi, un des grands principes, c'est d'éviter de retourner le sol à chaque saison. On lutte un peu contre ce réflexe antédiluvien qui consiste à vouloir impérativement retourner la terre à chaque saison, mais garder un écosystème résilient, riche et très productif. Donc ça, c'était pour les deux étapes de permaculture. Ensuite, si on veut cultiver toute l'année, il est intéressant d'utiliser une serre sous nos latitudes, qui va permettre de prolonger la saison de maraîchage entre 1 mois et demi et 2 mois, et surtout proposer une serre connectée. Alors pourquoi? Parce que d'un côté, une serre, c'est un outil de production pour soi, mais une serre connectée, c'est aussi un outil citoyen. Donc on va équiper des serres, de capteurs de température, mais surtout des capteurs de qualité de l'air extérieur et de radioactivité, qui seront partagés via des plateformes open source pour créer un véritable maillage de surveillance citoyen. La dernière étape, c'est l'aquaponie. Donc, j'ai un peu expliqué. L'aquaponie, c'est la mise en relation, une symbiose entre des poissons et des végétaux. Donc, ce sont des poissons qui vont produire des déjections dans l'eau chargées d'ammoniac, qui seront remontées au niveau de tours de culture verticale. Et dans ces tours, on va avoir une transformation chimique entre ammoniac, nitrite et nitrate qui seront absorbés par les végétaux. Cette eau, une fois filtrée, retombera directement dans le bassin avec les poissons. Et on aura ici un cycle fermé qui va produire des végétaux en quantité et des poissons. Alors comment ça se présente? Voici une configuration avec 24 tours, avec 2 bacs de poissons. Donc la petite pompe remonte l'eau chargée de nutriments au sommet de ces tours. Et sur ce type de configuration avec 24 tours, on produit plusieurs centaines de kilos de végétaux par an. Donc c'est vraiment très productif, c'est jusqu'à 8 fois plus productif que dans le sol.
Le média utilisé, ce n'est pas de la terre, c'est du PET, du plastique alimentaire siliconé, dans lequel les racines peuvent se déployer sans obstacle, et ce qui favorise aussi le phénomène dit de mycorhisation, c'est-à-dire de développement bactérien autour de la racine, qui va permettre l'absorption des minéraux. Voilà. L'instrumentalisation est nécessaire à ce niveau-là, donc la permaculture, généralement, on ne va pas l'approcher par des capteurs. Par contre, l'aquaponie, on ne va pas se gêner. On a besoin de surveiller ce qui se passe autour du pH, de l'oxygène dissous, du nitrate, des nitrites. Et si on peut faire ça aujourd'hui et proposer ça aux particuliers, c'est parce que c'est des technologies open source. Donc elles sont accessibles. Ces capteurs-là, il y a quelques années encore, ils étaient complètement inaccessibles. Là, on va pouvoir automatiser tout ce qui se passe autour de l'aquaponie pour le rendre clé en main, accessible aux particuliers. Donc, c'est des technologies comme Raspberry Pi, Arduino, des choses comme ça. Pour rendre la serre complètement autonome, on a ajouté des panneaux solaires semi-transparents qui laissent passer une fraction de la lumière et les cellules photovoltaïques récupèrent de l'énergie qui permet d'alimenter la serre, la pompe, les capteurs et les quelques lumières à l'intérieur de la serre. Voilà. Alors les solutions existantes, finalement, quelles sont les solutions qui ont réussi à émerger des 3 moteurs qu'on a vus tout à l'heure, qui sont donc passés du stade artisanal au stade industriel, semi-industriel? Eh bien, il y a tout d'abord Open Source Ecology aux États-Unis qui propose un kit de civilisation clé en main. Donc voilà, ils ont documenté tout un kit de civilisation. Vous pouvez faire des maisons, des tracteurs. Et depuis peu de temps, ils ont documenté une serre aquaponique. Et ils ont vraiment des résultats assez impressionnants en termes de génération de revenus. Ils ont documenté ça très très bien. Ensuite, nous avons Bright Agrotech, qui, aux États-Unis, nous propose ces technologies de ferme verticale. Donc, on travaille sur le volume. Ils ont plus comme cible, on va dire, les fermes urbaines et pour un tarif d'entrée qui n'est pas supérieur à 10 000 €. Donc, c'est des choses assez accessibles, finalement, pour démarrer une activité commerciale. Et finalement, MyFood, donc notre serre connectée à destination des particuliers avec une approche open source et clé en main. Donc, on combine un peu ces 2 approches. Alors pour conclure, on peut faire un parallèle assez intéressant entre l'ère pré-Internet des années 2000 et ce qui se passe aujourd'hui autour de ces sujets de l'agriculture urbaine. C'est la même ébullition, c'est la même énergie finalement qu'on va retrouver à ce niveau-là. Et pour finir sur une note un peu plus personnelle et une remarque assez énigmatique, à mon sens, l'agriculteur urbain sera bientôt le nouveau développeur PHP. Voilà, merci.